Bonjour à tous et bienvenue dans Habari l'entrevue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Maï Traoré, la première femme d'origine africaine à devenir proviseur à Paris. Maï Traoré a sorti un livre intitulé « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Publié aux éditions Robert Laffont, elle y raconte son parcours semé d'obstacles avec de l'humour très souvent. Maï Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci, Merci de m'accueillir. d'avoir accepté cette invitation. Alors comment se passe la sortie de ce livre ? Ça se passe très bien pour l'instant. Premier livre ? Oui, premier livre, aux éditions Robert Laffont. Et je suis très heureuse que, voilà, une période de promotion qui se passe merveilleusement bien. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, la première phrase de votre livre, que je montre à nos téléspectateurs, je suis noire donc, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme. La première phrase de votre livre commence par « Je suis suédoise ». Alors pourquoi commencer votre bouquin par « Je suis suédoise » ? C'est une façon de faire de l'humour sur vos origines. C'est parce qu'on vous demande toujours d'où vous êtes et qu'à la fin, ça vous saoule un peu ? Oui, c'est une réponse en forme de boutade et de réflexion surtout. Voilà. Merci d'avoir remarqué que je l'étais. Voilà, ça coche un peu les stéréotypes de ce qu'on peut penser dans certains milieux, dans certaines sphères où on ne vous attend pas, où votre seule présence, suscite déjà une forme de défiance et de méfiance, à savoir que fait-elle là ? Alors, j'essaye souvent de faire réfléchir par cette réponse-là qui permet à mon interlocuteur en face de se dire: est-elle véritablement suédoise ? Elle pourrait l'être. L'est-elle, etc. Donc, c'est véritablement un écran de réflexion avant de passer à autre chose. Mais sinon, je suis malienne. Quand vous dites « que fait-elle là ?» vous avez toujours l'impression d'être souvent eu l'impression comme ça d'être une intruse, parce que quand vous dites le « que fait-elle là », ça veut dire qu'elle ne devrait pas être là. Tout à fait. Donc ça fait un petit peu imposteur, intrusif. Mais absolument. Alors moi, non. Moi, je n'ai pas le sentiment de ne pas être là, de ne pas être à ma place, bien au contraire. Mais c'est l'interlocuteur en face, c'est la personne en face qui, elle, dans le questionnement systématique et permanent dans ces sphères-là, pas n'importe où, lorsqu'on ne vous attend pas à un endroit bien défini qui sont des espaces dirigeantes, des endroits où vous êtes vous avez une anecdote en région en train par exemple, d'administrer un établissement scolaire. Oui, des anecdotes, j'en ai plein. C'est en tant que proviseur d'établissement, lorsque je suis à la loge pour accueillir, on va tout de suite me prendre pour la gardienne ou pour une dame de service, mais pas pour la proviseure de l'établissement, par exemple, de prime abord. Ça vous est arrivé qu'on vous prenne pour la gardienne ? Oui, bien sûr. J'ai un grand respect pour les gardiens et les gardiennes qui font un travail merveilleux. Mais oui, je veux dire que le schéma de pensée des individus, des personnes en face de vous, qui ne vous veulent pas dans cette place-là, et ça, c'est pour les personnes qui sont racistes, qui s'ignorent être racistes, mais qui le sont véritablement, qui vont dire « mais que fait-elle là ?» Ou alors « elle est là parce que forcément c'est la gardienne » ou elle est effectivement sur une stratification qu'on lui assigne d'emblée. Et c'est ça que je veux dénoncer. Il faut en sortir pour justement dire qu'on est là quand on a la compétence d'y être et quelle que soit sa couleur de peau. Alors, on est en 2021, vous trouvez que c'est toujours le cas en France ? Oui, bientôt 2022. Vous trouvez que c'est quand même encore toujours le cas en France ? Oui, malheureusement. Malheureusement, le déboulonnage des esprits, des mentalités dans les schèmes de pensée, ça va mettre du temps encore. Mais c'est en train de changer, bien évidemment, mais ça peut arriver. Je pense que vos auditeurs ont souvent, certains, été confrontés à ce genre de situation, tout à fait. Alors, justement, vous êtes malienne, vous êtes de Bamako, vous êtes née à Bamako. Oui. Et donc, vous avez quitté Bamako, vous aviez 6-7 ans, votre maman divorce, et elle décide de quitter le Mali pour s'installer à Clichy-la-Garenne, et vous avez 7 ans. Pourquoi décide-t-elle de quitter son pays pour venir en France ? Elle nous amène vers un ailleurs, elle nous amène aussi dans le pays de son père, parce que nous sommes tous français par mon grand-père, donc le papa de ma mère, qui lui était citoyen français. Donc voilà, elle décide, après son divorce, comme on peut avoir envie de changer un petit peu d'horizon, de vie, d'amener effectivement et de s'installer dans le 92 avec
ses enfants. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez donc, vous avez 7 ans, c'est un arrachement un peu pour vous de quitter vos copains, oui. vos copines, Oui. votre école, enfin votre environnement, votre pays, parce que Oui. c'est quand même... Mais toujours, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on a 6-7 ans et on est né en plus à Bamako, j'en profite pour les saluer, vos auditeurs de Bamako donc, et du Mali, et plus largement vos auditeurs africains. Mais lorsqu'on est en Afrique, qu'on est dans cet espace grand et qu'on court, nous on habitait à côté du fleuve Niger, on avait une grande maison, on avait les cousins, cousines, les grands-parents, les tantas, les tontons, comme on dit, et on était tous là ensemble. Lorsqu'on quitte ça, c'est un arrachement, bien évidemment. Vous aviez une vie confortable là-bas? Ah oui, Oui. oui, oui. Insouciante, confortable, faite de haut, de bas, mais véritablement une vie heureuse, oui, oui. Mais qu'on a reconstruite aussi en France, bien sûr. Et alors là, ça vous fait quoi? Vous vous retrouvez en France, vous vous retrouvez donc dans une école. Oui. Comment ça se passe? Vous sentez différente? C'est difficile de vous adapter? Ou alors, comment ça se passe? Ah, pas du tout, pas du tout. Alors, on est inscrit à l'école primaire Jules Ferry, à Clichy-la-Garenne. Donc, cette école, on a un accueil d'une bienveillance absolue. Absolue. De la directrice d'école, je me souviens encore, Madame Boué, aux maîtresses de mon frère, de ma sœur, de moi, Madame Marie, Madame Rémignac. Vous voyez, j'ai encore des prénoms, des noms de ces maîtres et maîtresses en tête. Oui, oui, parce que c'était vraiment des moments d'accueil et de bienveillance absolue, véritablement. C'est-à-dire qu'il y avait une prise en charge de l'école de la République avec des maîtresses qui s'inquiétaient de savoir si le matin vous aviez petit déjeuner, si vous alliez bien. Et ça, c'est ça l'école. C'est l'image de l'école, c'est-à-dire cette bienveillance, cet accompagnement permanent pour les élèves qui sont accueillis. Et nos journées étaient rythmées comme ça par, bien évidemment, les cours, les récréations, les jeux dans la cour de récréation, je m'en souviens encore. Et puis, une insouciance totale. Nous faisons partie de la communauté, nous faisons partie du groupe scolaire, et il n'y a pas à dire ils sont du Mali, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont asiatiques, pas du tout. Ces questions-là ne se posent pas. Donc vous vous êtes jamais sentie à l'écart? Jamais. Quand vous étiez petite? Pendant que j'étais petite, jamais, absolument. Donc c'est arrivé quand? Quand on devient noir. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on devient noir? Comme vous dites, on ne naît pas noir, on le devient. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comme on ne naît pas femme, on le devient, pour parler de Simone de Beauvoir. On apprend petit à petit dans le regard de l'autre, dans la manière dont on vous regarde, dont on vous parle, qui vous êtes. Donc on vous pose véritablement dans la case noire. Alors que dans l'enfance, on est tous pareils. Donc petit à petit, ce sont les adultes, ce sont les personnes en face de vous qui vous font comprendre qu'effectivement vous êtes différents et que vous n'êtes pas comme eux. Donc il y a déjà des barrières qui commencent à s'ériger, des obstacles qui commencent à se poser. Et il est évident qu'il ne faut pas se laisser intimider par ces obstacles-là, qu'il ne faut pas rester à les regarder dans un fatalisme de dire « effectivement, ils essayent de me mettre dans cette case-là, il faut que j'y reste ». Et cette case-là, moi, je refuse d'y rester parce que les cases ne doivent pas être là pour cela. C'était quoi cette case dans laquelle on voulait vous coller? Vous êtes catégorisé, voilà, vous êtes asiatique, donc vous êtes sur ce schéma de pensée, vous êtes maghrébin, vous êtes sur ce schéma de pensée, vous êtes noir, donc vous êtes effectivement sur ce schéma de pensée avec tous les codes qui affairent à cela. Donc c'est insupportable. Ce sont des carcans, ce sont des prisons à ciel ouvert, où on veut absolument voir en vous que ce qu'on pense que vous êtes. Or, l'individu est multiple. Or, l'individu est... Et vous, qu'est-ce qu'on voulait vous coller comme image? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, mais la jeune fille noire, venant du Mali, ne sachant pas trop lire ni trop écrire, n'étant pas née ici, donc n'ayant pas les codes. Donc voilà, on est un peu dans une forme de bienveillance qu'on se voudrait humaniste, mais qui ne l'est pas, forcément, puisqu'on ne vous autorise pas à en sortir. Et donc moi je dis, il faut sortir, il faut éclater les cases, il faut sortir des carcans et prendre possession du pays dans lequel on est, de tout ce qui est offert, les bibliothèques, les livres, la connaissance, l'apprentissage, l'enseignement. Moi j'adore l'école. Vous avez adoré être à l'école? Vous avez adoré être étudiante, écolière? J'y suis toujours. J'aime tellement que je n'ai toujours pas quitté l'école.
J'adore ça, oui. C'est la meilleure invention qui soit. Oui, parce que vous avez commencé, vous vouliez être journaliste. Oui. Vous êtes la Anne Sinclair du Mali. Et alors, En toute modestie. Hein. qu'est-ce qui, autant voir le top, et qu'est-ce qui vous a amené vers d'autres directions? Donc, vous faites vos études en France, vous faites la Sorbonne, vous étudiez les lettres, et au Mali, vous avez fait un petit peu de journalisme. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez... Je croquais, au Mali, je croquais dans un petit carnet qui ne me quitte pas depuis que j'ai 16 ans. Et c'était aussi l'avènement des radios libres. On est en fin 90, dans les années 91, 92, 93. L'avènement des radios libres qui s'installent un peu partout en Afrique, et notamment à Bamako, au Mali. Et j'ai la chance, parce qu'effectivement... depuis plusieurs années, je cours un petit peu les rédactions, je fais des piges, voilà, on fait des petits articles sur des situations de vie. Par exemple, les situations de la vie quotidienne, le marché, les enfants, l'école, etc. Et on fait des petits billets et on essaye de se faire publier dans un journal. Et les radios arrivent et donc je trouve une opportunité véritable de m'y essayer, voilà, sans formation aucune. Et donc, je fais le tour et j'ai la chance d'être accueillie par M. Touré, qui est donc le président de la Radio Liberté, deuxième radio libre du Mali, et je lui propose mes services d'animatrice d'une émission. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça marche. Et ça marche. Avec quelques hésitations, ça marche. Et puis, on fait des installations dans des petits studios. On commence par des animations. On s'essaye à l'écriture d'une émission, des séquences d'émissions. Et puis, effectivement, on a une libre antenne. C'est un peu comme les radios libres en France que vous avez pu connaître. Vous trouviez qu'il y avait une vraie liberté de la presse au Mali à l'époque? À l'avènement de ces radios-là, oui. Oui, bien véritablement, oui. C'est après que ça s'est un peu corsé? C'était avant, plutôt. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait qu'une radio d'État, en fait, qui existait, avec une télévision d'État. Et puis, petit à petit, avec l'ouverture, effectivement, et l'installation des radios libres et maintenant des télévisions libres, ça a permis, effectivement, une explosion de ce qui est peut-être les médias sur le continent. Et alors, pourquoi vous changez d'orientation à un moment donné? Ah, mais parce que l'éducation nationale, parce que l'école, voilà, c'est une évidence. L'école s'est imposée à moi comme une évidence. Alors, j'ai adoré mes périodes de journaliste en herbe, puisque véritablement, je ne suis pas journaliste, mais l'enseignement, la transmission, le partage, l'éducation au vrai sens du mot, instruire, instruction, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui m'a construite tout au long de ma vie. Et donc, quand je vois la possibilité, après mes études de lettres modernes à Paris 4, la possibilité d'enseigner, je dis, mais formidable. Donc, il y a les concours d'enseignement et je m'essaye à plusieurs concours et je passe les concours les uns après les autres pour effectivement passer après celui de chef d'établissement, personnel de direction. Ça a été un parcours semé d'embûches d'en arriver là? Ça a été un parcours, oui, c'est comme tous les parcours. C'est-à-dire, rien n'est facile. Mais est-ce que, votre avis, le fait d'être noir, ça vous a aidé ou ça vous a handicapé? Ça ne m'a pas aidé, ça c'est sûr, parce que et ça ne m'a pas non plus facilité. On m'a pas dit vous êtes noir, on va vous donner. Donc non. Ce que je veux dire par là, c'est que la couleur de peau n'est pas un vecteur, un facteur de facilitateur ou qui pourrait être une barrière forte, donc de difficulté. Ceci dit, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui pensent que lorsque vous êtes noir, lorsque vous êtes différent, vous ne pouvez pas occuper certaines fonctions. Donc, ils vont tout faire pour vous en empêcher, pour vous conseiller d'aller ailleurs, pour vous orienter vers d'autres chemins, etc. C'est ça que vous voulez dénoncer dans votre livre? C'est quoi le message que vous voulez faire passer en écrivant ce livre, en fait, si on résume? Si on résume, le message, c'est « Soyez vous-même. Croyez en vos rêves. Les rêves sont gratuits. Tout le monde peut le faire. Croyez en vous. Cessez de vous autocensurer et cessez d'écouter les personnes qui vont penser à votre place. Trouvez en vous les convictions, les valeurs auxquelles vous avez envie et les chemins que vous avez envie de tracer et donnez-vous les moyens d'y aller. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas il n'y a qu'un faucon. Je ne dis pas qu'il faut se réveiller et dire « Allez,
Poussez-vous, voilà qui est là. C'est pas ça. Le message fondamental, c'est ne soyez jamais dans la complainte, ne soyez jamais dans l'autocensure, ne soyez jamais de vous dire il faut que je sois conforme à ce qu'on attend de moi, mais soyez vous-même. Être soi-même, ça demande du temps, ça demande beaucoup de recul. Il m'a fallu comment ? De se connaître De aussi. se connaître aussi et de savoir ce qui est bien pour soi. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord, et vous verrez qu'ensuite, vous pourrez effectivement bouleverser un petit peu, faire tomber les barrières, les obstacles, sauter les haies et arriver véritablement à vous construire par rapport à ce que vous avez envie. C'est un livre que j'ai souhaité véritablement optimiste, énergique, positif et constructif sur l'avenir, avec une ouverture. Vous savez, moi, dans l'enseignement, j'ai prof de français, de lettres modernes, j'ai toujours souhaité additionner. Parce que les soustractions, j'arrive pas. J'arrive absolument pas à soustraire et à faire cela. Par contre, additionner les choses, additionner Bamako, Paris, l'Afrique, le Mali, l'Occident, la France, l'Europe, et faire en sorte que partout je me construis et que j'apprends. Et que je me nourris de cela. J'ai ma nourriture intellectuelle, ça a été beaucoup de lectures d'Amadou Hampâté-Bâ, par exemple. J'adore, j'ai commencé à lire depuis que j'étais très très jeune, mais à 16 ans, j'ai un grand souvenir, par exemple, si vous le permettez, je vous en parle, d'un livre d'Amadou Hampâté-Bâ qui s'appelle Wangrin, L'étrange destin de Wangrin. Voilà. Et j'ai trouvé ça mais merveilleux parce que justement, ça montrait toute la richesse culturelle du colonisateur qui était là, donc le français, le toubab, le blanc, de l'Africain qui était le commis administratif dans cette Afrique-là. Et donc les histoires racontées avec la plume de Amadou Hampâté-Bâ, quel auteur, quel grand auteur de l'Afrique, ça m'a nourri, ça m'a porté et ça m'a aussi donné le sentiment que tout est possible. Et c'est pour ça. Mon choix sur l'école, de vos ambitions et d'avoir des ambitions d'ailleurs. Et d'avoir des ambitions. Donc, c'est pas un gros mot que d'être ambitieux. Il faut absolument. Oui, mais il faut que les gens et les personnes et la jeunesse soient convaincus que le mot ambition, ce n'est pas négatif et que ce n'est pas un gros mot. Au contraire. Il faut qu'on soit Vous qui êtes au cœur de l'école française aujourd'hui, est-ce que c'est un problème, les différences d'origine, les différences de culture, les communautarismes? C'est quoi l'école d'aujourd'hui en France Comment vivent tous ces enfants très différents ensemble? Mais ils vivent ensemble, ils vivent avec leurs différences, avec Mais il y a des choses qui vous inquiètent, il y a des choses que vous voyez, vous trouvez choquantes sur les rapports entre les enfants et les professeurs ou vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de cette jeunesse? Alors moi, je suis profondément optimiste. Je suis profondément et de tout temps, je suis optimiste et surtout, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, ce moitié plein ne veut pas dire que tout est beau. Ce moitié plein ne veut pas dire que tout va bien et que circuler, il n'y a rien à voir, absolument pas. Il y a des choses dedans qu'il faut absolument dénoncer. Il y a une exigence d'abord à voir avec l'école. L'école, c'est une micro-société. Elle n'est pas en deçà de la société, donc elle doit s'adapter avec l'évolution de la société, avec les mentalités de la société. Mais l'école doit aussi être ce lieu, ce sanctuaire, où on ne doit pas permettre qu'il y ait une infraction du racisme, de l'antisémitisme, du mal-être, de l'humiliation et du fait qu'on est malheureusement moins bon, trop bon, assez moyen, qu'on n'aime pas, etc. et qu'on soit sur un rail. Non, on doit tous avancer ensemble comme des tuteurs avec un équilibre certain qu'il faut trouver. Cet équilibre, il y va de toute la communauté, du chef d'établissement proviseur au professeur, au conseiller principal d'éducation, aux surveillants, surveillantes, à la gardienne, au personnel d'encadrement aussi qui sont dans les lycées et dans les collèges. Donc, il peut arriver qu'on observe une certaine forme de communautarisme ou de regroupement entre élèves noirs, maghrébins, asiatiques ou blancs.
je rappelle que tout le monde est français, l'école française. Moi, je ne regarde pas la carte d'identité de l'élève qui rentre dans mon lycée. On instruit. Après, on peut avoir des papiers de nationalité différentes, mais on est tous dans l'école de la République. Mais vous observez quand même On qu'il y peut a l'observer. des petits groupes qui se font. Il peut y arriver, bien évidemment, ce serait dommage de le nier et ce serait complètement mensonger que de ne pas le dire, ça peut arriver. Moi-même, en 94... Est-ce que ça pose problème ou finalement tous ces petits groupes vivent très bien ensemble ou parfois quand même ça crée des formes de violence entre ces groupes qui ne pensent pas la même chose ou qui ont envie peut-être de se rebeller ou... Alors ça peut poser des problèmes. Le fait est que le communautarisme rassure. Lorsqu'on est dans un groupe, on se sent rassuré parce qu'on n'est pas seul. Donc c'est humain. C'est humain d'être dans ce groupe-là. Les conflits ne vont jamais loin dans un établissement scolaire puisque c'est une micro-société qui permet à ce que vous ayez des temps d'échange et de débat et que surtout plusieurs adultes qui encadrent les jeunes esprits qui nous sont confiés puissent s'assurer du bien-être. Moi, il y a quelque chose qui est fondamental dans mon établissement scolaire, c'est le bien-être. C'est le bien-être des élèves qui nous sont confiés, c'est la bienveillance toujours et encore, mais c'est une bienveillance rigoureuse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on demande, on se fait accompagner, mais en même temps, l'effort est là. L'accompagnement de cet effort. On ne dit pas « je ne sais pas et je ne veux pas apprendre », non. On essaye de suivre le mouvement. On n'est pas obligé d'être toujours dans le meilleur, on n'est pas non plus, mais on avance ensemble et les uns les autres sont là dans une forme d'entraide qui permet justement qu'on ne laisse personne sur le bas-côté de la société. Donc cette micro-société, c'est un rêve, comme Martin Luther King a pu faire un rêve. J'en fais un. Alors, à un moment, vous repartez quand même au Mali pour vous marier. Alors, vous avez quel âge et pourquoi partir au Mali pour vous marier? Pourquoi pas vous marier qu'un Français ici? Ah ben parce qu'on tombe pas, on choisit pas avec qui on tombe amoureux. Il se trouve que je suis tombée amoureuse, effectivement, et que je suis retournée faire un mariage à la fois civil et à la fois tradition, oblige, comme j'ai pu voir. C'est un mari que vous avez choisi, vous ou c'est Oui. Ouais. Ah oui, absolument. Vous n'avez jamais eu aucune pression pour... Non. Non, personnellement, non. Mais j'ai une phrase qui me revient en tête de mon père. Mon père, il me disait, ton premier mari, c'était diplôme. Voilà. Donc, quand on grandit avec cette phrase-là, je l'ai encore dans l'oreille. Mon père qui me dit, voilà, tu peux avoir un mari, 2 maris, 3 maris, tu peux divorcer, mais tu auras toujours un mari qui sera permanent et qui sera fidèle. C'était diplôme. Donc, tu fais tout pour avoir des diplômes, tu fais tout pour travailler et puis tu construis ta vie. Après, si la rencontre de 2 âmes, de 2 cœurs se réalise, c'est toujours bien. Aujourd'hui, quel conseil vous donneriez aux jeunes filles noires? Vous parliez tout à l'heure d'autocensure. Qu'est-ce que vous observez chez les jeunes adolescentes? Alors, la génération qui était la mienne, elle s'autocensurait un peu trop, je trouvais, parce qu'elle n'avait pas pris toute la mesure, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, voilà, de pouvoir aller au bout des rêves, je parlais des rêves tout à l'heure, et au bout de ce qu'on avait vraiment au fond, au cœur. Ce que j'observe là actuellement chez certains élèves, jeunes élèves que j'ai, c'est qu'il y a une volonté farouche d'aller de l'avant. Il y a une volonté farouche de se réaliser et de suivre ces rêves-là. Et donc de ne plus s'autocensurer, et donc de ne plus se dire « il faut que je sois dans une certaine forme de conformité comme on l'attend dans ma société, dans la vision que les gens ont de moi, parce que je suis jeune fille ou jeune garçon, ou parce que justement j'ai décidé de vivre ma vie. » Là-dessus, la génération actuelle, les jeunes maintenant sont en train de prendre un train qui est bien, qui est positif, qui est constructif, qui est dynamique aussi, mais effectivement, il faut y aller et les accompagner toujours. Vous êtes pour les quotas en France, par exemple les quotas à la télé, mettre les Asiatiques, des Noirs par quota, c'est quelque chose qui vous êtes pour ou contre? Alors, je nuance toujours. Par contre, j'observe que
comment dirais-je, le panneau médiatique, c'est-à-dire comment on appelle ça là, Oui, parce que vous disiez que vous regrettiez de ne pas avoir vu de médecin noir parler de la pandémie. Absolument. Donc, Absolument. mais pour ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous pensez que les quotas, ça peut être une solution ou... Ce que je disais, c'est l'espace médiatique, lorsqu'on regarde véritablement la télévision française à Paris, ici ou en France, vous avez quand même pas beaucoup de... Voilà, vous avez une couleur dominante, c'est une couleur blanche monochrome. Et en Afrique aussi. Et en Afrique aussi. Mais la population africaine, elle est majoritairement noire. Ouais. La population française, elle est quand même beaucoup plus hétérogène. Moi, j'ai tendance à en dire, c'est une couleur arc-en-ciel quand même. Donc la télévision française, elle devrait aussi être à l'image de cette société changeante, ce sont des enfants français. On est tous des Français, donc on est là. Moi, je suis française. Je suis chez moi. Donc j'aimerais aussi voir une certaine forme de représentation télévisuelle qui puisse correspondre, comme avoir des Asiatiques, comme avoir des Maghrébins, comme avoir des Noirs au niveau de la télé. Après, on y est parce qu'il y a des compétences, il y a des choses à dire. Ce n'est pas y être juste pour faire un décorum. Moi, je ne suis pas pour ça. Non, pas de décorum. Donc quota ou pas quota ? Nuancer, être là quand il y a quelque chose à dire. Être là à la télévision quand on peut y apporter autre chose. Mais y être juste pour faire valoir, non. Non, donc pourquoi mettre des quotas? Il ne faut pas mettre de quotas. Mais il faut donner un libre accès. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement important. Il faut peut-être ouvrir un petit peu dans les écoles de journalisme la possibilité médiatique devant les caméras à des jeunes journalistes noirs. Il y en a. Asiatiques, il y en a. Maghrébines, il y en a. Il ne me semble pas que ce métier-là a été oublié par ces jeunes filles-là. Donc pourquoi on ne les voit pas? Elles sont pas trop plus... peu, pas, mais peut-être trop peu. Oui, trop peu. Alors ça commence à changer, c'est vrai. Mais tout cela joue sur ce qu'on appelle la valeur d'exemplarité. C'est-à-dire se projeter, se dire « je ne suis pas en marge de cette société qui est ma société ». Vous savez, j'aime bien parler de Jamel Debbouze qui dit aux jeunes « vous êtes des Iciciens ». C'est-à-dire, vous êtes nés ici. Donc, la France est votre pays. Donc, allez-y. Dernière question sur un sujet d'actu. Au musée du Quai Branly, en ce moment, on peut y voir depuis mardi dernier 26 œuvres présentées avant leur restitution au Bénin. Vous pensez quoi de ces restitutions? Moi, je trouve que c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Il était temps que... ça soit reconnu. Donc cette semaine culturelle, d'ailleurs vendredi, je vais aller voir puisque ça repart samedi, puisque tout repart ce samedi en tout cas au Bénin. Et donc je trouve absolument essentiel que cela se fasse et ça devrait d'ailleurs continuer dans d'autres pays, c'est-à-dire je ne sais pas, d'autres pays d'Afrique qui ont pu subir la même chose, c'est-à-dire qui ont pu avoir leurs œuvres prises par la France et qui sont ici et qui devraient effectivement être restituées au pays d'origine. Donc je suis totalement favorable à ce geste, il était temps. Donc à tout prix ou sous condition? Parce qu'il faut pouvoir aussi les accueillir, ces œuvres, dans le pays. Oui. Alors effectivement, si c'est pour les reprendre et aller les mettre dans une cave ou à des endroits où non visibles et qu'on n'a pas de lieu approprié pour cela, non, effectivement. Donc il faut mettre des moyens nécessaires de leur rapatriement et de telle sorte que les populations, que les peuples de ces pays puissent aussi, et d'autres du continent d'ailleurs, puissent aussi profiter de en leur bénéficier culture. Et surtout voir un petit peu le savoir-faire. Vous savez, moi je suis très attachée à la transmission et au savoir-faire. C'est-à-dire ces œuvres-là, ils ont été créées par une intelligence manuelle, par des personnes, des gens qui les ont créées il y a fort longtemps. Ils ont transmis un savoir-faire. Voilà, ça n'a pas été créé par des machines ou comme ça. Donc ça a donné lieu à une création véritable d'un savoir-faire traditionnel avec des hommes et des femmes qui ont pu manier cela avec leurs mains, qui ont pu effectivement modeler tout cela. Et il est évident que ça traduit aussi de la tradition de ce que l'Afrique véhicule, de toute cette richesse que l'Afrique possède. Et bien évidemment qu'il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Et là-bas, donc on invite aussi, je pense que le Bénin ne dira pas non, d'inviter tous les Occidentaux à aller les visiter, tout comme les autres pays d'Afrique, mais que ça reste dans le pays d'origine, mais c'est essentiel.
C'est même évident. Et il était temps. Merci Maï Traoré d'avoir été notre invitée de Habari l'entrevue aujourd'hui. Je rappelle votre livre, hein, Maï Traoré, Je suis noire mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme aux éditions Robert Laffont. Merci à très bientôt beaucoup. Maï Traoré. Merci pour votre invitation.